Merci beaucoup, Rada. On a déjà beaucoup parlé d'intranquillité sur différents sujets, euh, à divers moments de la vie. On a fait les femmes, on a fait les enfants. On va remonter encore un peu plus en amont et on va aller vers les embryons. Et c'est Noémie Merleau-Ponty qui est anthropologue, qui a beaucoup travaillé sur ces thématiques dans des centres d'assistance médicale à la procréation notamment. Noémie a réalisé une thèse d'anthropologie sociale sur les cultures in vitro qu'elle a fait à la fois en France et en Inde. Elle est actuellement en postdoc à Cambridge après l'avoir été au MIT. Donc c'est une personne qui a énormément travaillé sur ces thématiques et qui va vous parler de l'intranquillité dans la sélection des embryons. Donc Noémie, on te laisse la parole. Merci beaucoup à Muriel Fistrève et René Friedman de m'avoir invité aujourd'hui et accompagné depuis de nombreuses années dans cette thèse de doctorat en ethnologie et anthropologie sociale que j'ai réalisée à l'École des hautes études en sciences sociales. Alors depuis les années 1970, la fin des années 1970, la biomédecine déploie des techniques qui permettent d'accompagner des personnes ayant un projet parental et qui ne peuvent pas concevoir par eux-mêmes. Des embryons humains peuvent être conçus. Alors, bon, on va y arriver. Voilà. Des embryons humains peuvent être conçus dans des laboratoires d'assistance médicale à la procréation. Alors, ces parcours de fécondation in vitro sont loin d'être des parcours tranquilles pour les patients qui y auront recours. Et ils sont aussi l'occasion de débats intenses au niveau social. Alors que nous offre l'anthropologie pour penser ce chemin de l'intranquillité qui accompagne les sélections embryonnaires? Entre 2011 et 2012, j'ai réalisé une enquête ethnographique de près de 5 mois dans un laboratoire de biologie de la reproduction situé à Clamart. Et je souhaite profiter de cet instant pour remercier chaleureusement l'équipe biologique qui m'a reçue: Blandine, Cathy, Christine, Sandrine, Sophie, Virginie, Marine, Laetitia et enfin la chef du laboratoire Nelly Achour-Friedman, qui m'ont ouvert les portes de leur lieu de travail où des embryons sont conçus chaque jour. Alors, suite à une stimulation hormonale, plusieurs ovocytes peuvent être ponctionnés auprès d'une patiente et plusieurs embryons sont conçus chaque jour. Et effectivement, il ne s'agit pas de transférer dans l'utérus d'une patiente 5, 6, 7, 8, 9 embryons. Il faut donc sélectionner les embryons qui ont les meilleures chances de se développer et de s'implanter dans l'utérus. Alors comment est-ce que concrètement c'est réalisé dans les laboratoires? Vous voyez ici une photographie d'un moment de sélection embryonnaire où une boîte de pétri dans laquelle l'embryon est cultivé est placée sous le microscope et une image est retransmise sur un écran de télévision. Donc vous voyez un petit embryon ici à 4 cellules. Et selon la forme des cellules, leur nombre, le taux de fragmentation, l'épaisseur de la gangue ovocytaire dans laquelle ils sont contenus, ces embryons vont recevoir différentes descriptions qui seront notées sur cette petite feuille que vous voyez en bas à gauche de la photographie. Et si vous voulez, ce savoir-faire biologique peut être résumé sous la notion de potentiel de développement et d'implantation, qui est une notion qu'on retrouve dans beaucoup de laboratoires, dans les laboratoires indiens avec lesquels j'ai travaillé également. J'en ai aussi visité certains aux États-Unis. Et c'est une notion qu'on retrouve également dans toutes les publications de biologie. Le potentiel de développement et d'implantation, de quoi s'agit-il? Il s'agit de cette capacité à déterminer la probabilité qu'un embryon s'implante à jour 6 de développement une fois qu'il aura été transféré et jusqu'à
jusqu'à jour 14 où le test de grossesse sera réalisé. Il s'agit d'un potentiel qui est donc évalué sur un temps très court, 15 jours au maximum. Mais ces laboratoires ne constituent pas seulement des espaces de déploiement de la science qu'on retrouve à un niveau global, ils sont bien intégrés dans des localités qui les irriguent, à savoir des pays particuliers. Et donc là, aujourd'hui, je vous parle de la France, qui a une histoire particulière et qui a un contexte particulier. La bioéthique française a été construite en grande partie suite à l'histoire dramatique de la Seconde Guerre mondiale et du traumatisme de la sélection nazie et de la Shoah, et notamment à travers les discussions qui ont eu lieu suite au procès de Nuremberg et à l'importance de la notion de dignité de la personne humaine. Il y a également l'importance de la religion majoritaire en France, qui est d'origine chrétienne et catholique, et qui, si vous voulez, associe l'embryon dans une continuité développementale, non pas à quelques jours, comme nous l'avons vu avec le potentiel de développement et d'implantation, mais jusqu'à l'âge adulte. Cette approche, si vous voulez, est bien représentée à travers des associations en France, et notamment, peut-être avez-vous déjà entendu parler de ce groupe, qui défend, si vous voulez, le statut de l'embryon humain, au niveau français, mais aussi au niveau européen. Et puis, bien évidemment, cette histoire centrale en France, qui est celui du droit à l'avortement dans les années 70, qui souligne le fait que les femmes ont droit de disposer de leur corps et que jusqu'à 3 mois, elles peuvent, si elles le souhaitent, avoir un avortement. Alors, si vous voulez, à l'intersection de toutes ces tendances, nous avons donc les embryons qui sont considérés par la science pour les sélectionner comme des potentiels de développement et d'implantation, mais par ailleurs, les embryons sont aussi, et c'est une notion qui a été développée par le Comité consultatif national d'éthique, des personnes humaines potentielles. Et alors cette définition est extrêmement intéressante, elle est unique au monde, parce qu'elle permet à la fois d'assurer de ce statut très particulier de l'embryon humain qui pourrait donner une personne un jour, et donc de le protéger, sans en faire une personne complète. Et dans ce statut d'entre-deux, l'embryon est à la fois un amas de cellules sans l'être complètement, une personne humaine sans l'être complètement, c'est une personne humaine potentielle. Et donc, si vous voulez, ce qui a été tout à fait fascinant pour moi lorsque j'ai travaillé avec les membres de ce laboratoire français, ça a été de constater que ces deux dimensions, le potentiel de développement et d'implantation, mais aussi l'idée qu'un embryon pourra un jour donner un enfant et une personne, sont présentes dans les discussions entre les membres du laboratoire, mais aussi, bien évidemment, avec leurs patients. Alors, comment tiennent-ils dans le langage, dans les discussions, dans la pratique, ces deux statuts très différents qui font référence à des temporalités différentes. Alors, pardon, voilà. Donc, dans la pratique, on constate ce que j'ai appelé des limites, des évitements et surtout beaucoup d'humour. Alors, voilà par exemple ce que me dit une biologiste un jour en entretien. On est obligé de les classer, les embryons. C'est un consensus de la profession. C'est important d'essayer de modifier son langage pour les patients et de ne pas avoir un vocabulaire médical. Mais c'est difficile de se défaire de son vocabulaire de routine. Et effectivement, j'ai constaté lorsque les biologistes parlent avec des patients au téléphone, parce qu'il y a bien évidemment une autre grande valeur de la biomédecine moderne, c'est la notion de transparence et de consentement éclairé. C'est-à-dire qu'il s'agit de parler avec ces patients de l'état du dossier, de
de ces potentiels de développement que sont leurs embryons pour élaborer la meilleure stratégie de transfert. Et donc, ça a été très intéressant de constater que les biologistes souhaitent donner le plus d'informations possible à leurs patients tout en se prémunissant d'un vocabulaire trop technique qui pourrait réduire leurs embryons à seulement quelques cellules, un amas de cellules dotées seulement de qualités biologiques. Et ils font toujours très attention à tout ça. Et par ailleurs, ils font aussi très attention à ne pas complètement faire de ces embryons des bébés complets, puisqu'ils ne sont que des potentiels, ils n'ont pas encore été transférés, ils ne sont pas encore implantés, ils ne sont pas encore nés. Et donc, encore une autre biologiste qui me racontait que parfois des patients viennent la voir, ils ont des embryons congelés dans son laboratoire, et ils ont cette représentation de ces embryons comme étant déjà des enfants complets. Alors elle me dit, ils viennent te voir, les patients, ils te disent, mais on a 3 bébés congelés chez vous. Alors moi je lui dis, mais là, qu'est-ce que tu réponds? Ah, je dis non. Non, vous n'avez pas 3 bébés, c'est quelques cellules. Vous voyez, vous en avez un, il a 8 cellules. 8 cellules qui sont toutes identiques. Rien n'est différencié. Ces cellules, si elles continuent à se diviser, qu'ils s'implantent, l'embryon, certes, ça peut donner un bébé, mais 9 fois plus tard. Si ça se trouve, ces cellules, on va les décongeler, il n'y aura plus de cellules. Ou même, il va résister, mais ces cellules, elles vont arrêter de se diviser et ce sera terminé. Donc je leur dis, c'est potentiellement un bébé, mais c'est potentiellement rien. Donc là, j'ai fait comme vous, j'ai rigolé doucement de cette situation. Et alors par contre, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'entre professionnels, bien évidemment, cette idée que l'embryon puisse un jour donner un bébé est bien présente. Et on assiste à beaucoup de situations d'humour qui expriment cela. Encore un autre exemple. Un jour, justement, l'équipe était en train de sélectionner des embryons magnifiques, une superbe tentative, et donc très difficile de choisir le meilleur potentiel, puisque tous les embryons étaient de ce qu'on appelle une très belle qualité biologique. Alors voici ce que dit une des biologistes. Le 1, donc l'embryon numéro 1, il est magnifique. Sa collègue répond, « Oh, le 19, je préfère le 19, celui qui avait une super belle évolution du jour 1 à jour 5. » Elle répond alors, la première biologiste, « Le bouton est plus petit. À jour 5, effectivement, on différencie différents espaces dans l'embryon. Et ce qu'on appelle le bouton embryonnaire ou la masse cellulaire interne, c'est ce qui pourrait donner un jour le corps humain entier. Donc sur le 19, le bouton est plus petit. » Et là, sa collègue répond, est-ce que la taille du bouton, ça compte? Et elle dit alors, est-ce que ça fait un bébé plus petit? Et là, si vous voulez, elles sont toutes éclatées de rire parce qu'effectivement, au niveau de la science biologique, aucune corrélation n'a été établie entre la qualité biologique d'un embryon, la taille de la masse cellulaire interne et la santé ou l'aspect morphologique d'un bébé. Aucune corrélation n'a été établie entre les deux. Donc là, si vous voulez, ce qui est assez intéressant, c'est que dans cette situation où la réalité n'est que potentielle, les biologistes disent cependant la réalisation possible de ce potentiel. Mais parce que dite avec humour, cette réalisation reste suspendue, tout en étant nommée. Alors cette situation rappelle très bien une des thèses de Sigmund Freud dans ses essais sur le mode d'esprit ou sur l'inquiétante étrangeté. Dans ses textes, il défend l'idée que des déclarations contradictoires et concomitantes peuvent être exprimées par l'usage de l'humour. Il semble que ces biologistes français expriment ici une oscillation ontologique bien décrite par les débats de bioéthique français autour de la personne humaine potentielle. Ces embryons, à la fois amas de cellules et à la fois possibles enfants, et dans cet entre-deux personnes humaines potentielles. Alors leur humour souligne les tensions entre ce savoir-faire biologique, qui dit qu'il n'y a pas de continuité du potentiel de développement de l'embryon avec la morphologie de la vie humaine à venir, et ce cadre de la parenté, de l'humanisation, renforcé par la bioéthique, disant qu'il y a effectivement une personne humaine potentielle dans cette boîte de pétri tant qu'il y a un projet parental. Alors, si vous voulez, deux échelles temporelles entrent ici en chorégraphie, celle de la science biologique avec ce potentiel de développement et d'implantation, ce moment court de quelques jours seulement,
Ce contexte historique et culturel qui met cette dimension temporelle d'une biographie, d'une vie humaine, et à son intersection, ce potentiel de vie qui est ni l'un ni l'autre et qui est tout à la fois. Je vous remercie.